Dorge, vous êtes directeur général de la branche service courrier colis du groupe La Poste. Le groupe La Poste veut exemplaire en matière de responsabilité sociétale. Il est même précurseur en matière de neutralité carbone. Neutralité carbone que vous avez assurée pour l'ensemble de vos produits et services dès 2012. Alors, cette neutralité carbone, c'est un concept compliqué. Est-ce que vous relevez le défi de nous l'expliquer clairement en quelques mots? Je vais essayer, tout au moins. Écoutez, la neutralité carbone s'inscrit effectivement dans une politique environnementale très ambitieuse de l'ensemble du groupe La Poste et qui passe avant tout par ce qu'on appelle la réduction de nos émissions de CO2 et de nos émissions de gaz à effet de serre en général. Et donc, nous avons défini effectivement, dès 2012, donc de façon assez précoce, une trajectoire de réduction très forte de nos émissions de CO2. Moins 30% sur la période 2013, donc qui commençait à 2025. Cette démarche s'appuie sur un référentiel international, le Science Based Target Initiative, le SBTI, qui est un référentiel qui est défini au niveau international, à la fois par le Pacte mondial des Nations Unies, des organismes comme le WWF ou encore le World Resource Institute, et qui prévoit et qui valide donc cette trajectoire. Alors, ce qui est important d'expliquer, c'est comment nous procédons. Effectivement, d'abord de mesurer, d'évaluer chaque année nos émissions de CO2. Et nous le faisons au niveau global, mais aussi pour chacun de nos processus. Et ce sera important aussi après pour travailler avec nos clients. Un processus, ça peut être une liaison, par exemple, Colissimo entre Paris et Marseille. Vous voyez, très concrètement. Et après, de cumuler l'ensemble de ces émissions CO2. Ensuite, de mettre en œuvre des projets concrets qui vont réduire d'une année sur l'autre ces émissions de CO2. Je vous donnerai quelques exemples, mais par exemple en optimisant nos chargements dans des camions, en massifiant le courrier avec le colis, jusque dans des tournées de facteurs. Donc des projets très concrets de réduction. Et puis ce que nous n'avons pas su réduire, ce qu'il reste, nos émissions résiduelles, eh bien nous allons les compenser en soutenant, en finançant des projets de réduction de CO2 à l'extérieur ou de séquestration de carbone. Nous le faisons en France et aussi dans le monde. Des exemples concrets, par exemple, nous finançons au Vietnam pour améliorer les conditions de vie dans des villages qui vont utiliser les déchets pour générer des énergies propres et durables. Ou encore en France, parce que nous sommes soucieux aussi de montrer que ce sont des projets qui sont proches des citoyens, des projets de reboisement ou de gestion de forestière qui vont permettre de séquestrer d'une façon tout à fait méthodique du carbone et du CO2. Et donc c'est ainsi que, de façon très fiable, nous réduisons, nous compensons, et finalement nous avons une neutralité carbone pour l'ensemble de nos services y compris courrier, postal, lorsque vous envoyez une lettre, ou lorsque vous choisissez Colissimo pour vos envois de colis ou de livraison à domicile, et pour l'ensemble des services postaux, la Poste est neutre en carbone. Merci pour ce message pédagogique, Philippe Dorge. Merci à vous. Bonjour à tous. Voilà, vous êtes tombés dans le bain dès le début de cette séance. Je suis Claire Tutenuy, déléguée générale de l'association Entreprises pour l'environnement, qui anime donc cette table ronde prestigieuse. Et nous avons le plaisir. Alors, Entreprises pour l'environnement est une association d'une 50aine de grandes entreprises, dont le groupe La Poste et dont, bien évidemment, le groupe Saint-Gobain, dont nous avons le plaisir d'accueillir le président directeur général Pierre-André de Chalandard, et le groupe Caisse des dépôts, dont BPI France, et nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général de BPI France, Nicolas Dufour. Bienvenue à vous. Alors, vous avez le droit d'enlever vos masques, à condition d'être chacun. Vous avez des verres d'eau, voilà, chacun une table et chacun 2 chaises. C'est pas. Non, voilà. Donc on a le droit d'enlever les masques. Je suis une des 5 femmes de la journée à avoir mis du rouge à lèvres. C'est pas lourd en carbone. Et donc le sujet cette introduction du groupe La Poste, Monsieur Donge, a permis de poser
les questions de neutralité carbone, vous savez qu'il y a plusieurs sens pour l'entendre. Entreprise pour l'environnement a publié l'année dernière une étude qui s'appelle Zen 2050 et qui porte sur imaginer et construire la neutralité carbone de la France à horizon 2050. Je vous la recommande encore, elle est tout à fait d'actualité et même elle montre des grands enjeux. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la neutralité carbone d'entreprise, de groupes industriels. Donc, on a vu la Poste, qui est un groupe de services et de mobilité. L'originalité de Saint-Gobain, c'est que c'est un des tout premiers groupes industriels d'industrie lourde. Le verre, c'est pas une industrie légère, grand émetteur, soumis au marché de quotas, à prendre des engagements de neutralité carbone du groupe à horizon 2050. Et puis la BPI France, qui effectivement, son empreinte carbone ne doit pas être très difficile à compenser non plus, mais elle a en revanche une mission vis-à-vis de l'ensemble des entreprises avec lesquelles elle travaille, de les conduire, les pousser, les tirer, les encourager à aller vers la neutralité carbone. Et donc, on va parler de ces différents types d'actions. J'ai réalisé en regardant vos bios que vous aviez des profils extrêmement parallèles, avec une formation dans des écoles de commerce extrêmement prestigieuses, HEC et l'ESSEC, suivi de l'ENA, de l'inspection des finances, et puis après quelques années de service public, une entrée dans l'industrie et dans la banque respectivement. Donc là, voilà, vous êtes... et donc, mais c'est pas, je le dis parce que c'est pas complètement anodin. Les gens qui sont très engagés pour le climat, ça reste un enjeu d'intérêt collectif. Donc votre fibre service public qui joue sans doute un rôle. Et donc je vais peut-être commencer par vous, Pierre-André, dont je dis en plus, qui a été président d'entreprise pour l'environnement de 2012 à 2015. Vous avez même écrit un livre sur le climat après la COP de Paris. Et donc vous êtes un de ces industriels qui se sont engagés pour leur groupe dans cette trajectoire de neutralité carbone. Merci Claire, et ça me fait d'autant plus plaisir que vous avez été parmi les gens qui m'ont aiguillonné sur ce sujet il y a quelques années. Oui, pour Saint-Gobain, si vous voulez, le sujet de la neutralité carbone et les enjeux du climat, c'est au cœur de tous nos enjeux. C'est au cœur de tous les enjeux parce que d'abord, Saint-Gobain est un groupe qui apporte des solutions pour baisser les émissions de gaz à effet de serre là où nos produits sont installés. Et donc, on est probablement, compte tenu de l'importance du bâtiment, on est probablement une des entreprises qui a le plus d'impact positif, puisque le bâtiment est responsable d'à peu près 40% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. 70% de ça, c'est le chômage et la climatisation, et on sait le réduire à pratiquement zéro. Donc on voit bien que l'enjeu, il est absolument énorme. Compte tenu de la taille de Saint-Gobain sur ces marchés, on est probablement un des acteurs principaux. Ce qui fait qu'en fait, quand on parle de neutralité carbone, si on a une acception très large, en fait, Saint-Gobain est déjà, non pas neutre, mais déjà très positif en carbone. Alors, je prends juste un exemple, parce que si vous prenez... Et pourtant, on est un gros émetteur, comme vous l'avez dit. Si on prend un double vitrage, le double vitrage, le gaz, l'énergie qu'il faut et qu'il faudra toujours, c'est un sujet qu'il faudra toujours pour fabriquer un double vitrage, il faudra toujours chauffer à 1500 degrés, 1550. On ne pense pas qu'on arrivera à faire du verre autrement, jamais. Donc, l'énergie qu'il faut, et donc aujourd'hui, dans les fours qui sont encore des fours au gaz naturel, l'énergie qu'il faut et donc le CO2 qu'on émet, en fait, c'est des chiffres que j'ai fait auditer, en moyenne, ça dépend du climat, mais en 3 mois, quand le vitrage est installé, on l'a remboursé. Donc ça veut dire que sur la durée de vie, c'est entre 100 et 150 fois. Bon, mais c'est... Donc si vous voulez, c'est pour nous, vous voyez bien, le climat, c'est au cœur du business model de Saint-Gobain. C'est à peu près directement et indirectement, c'est 60% de nos ventes qui sont liées à ce sujet. Donc c'est absolument majeur. Mais c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas ne pas essayer, et c'est tout le sens des engagements qu'on a pris, c'est d'essayer qu'on fabrique tout ce qu'on fabrique en émettant de moins en moins de CO2, sachant que ça ne va pas être facile. Alors, on a pris des engagements là avec un certain nombre d'entreprises au moment de la COP21, qui a été un peu un déclencheur. Et en 2015, je m'étais engagé à ce que Saint-Gobain réduise ses émissions entre 2010 et 2025 de 20%. À fin 2019, on a fait un peu plus de 15%, donc on est un petit peu en avance sur notre trajectoire. Mais 2025, c'est demain matin.
Et donc, je me suis dit, je peux plus, en 2020, enfin c'était l'année dernière en 2019, donner un horizon à 2025. Et donc, alors on a choisi 2050 parce que c'était ce à quoi poussait l'ONU, c'était les objectifs aussi européens, et donc il n'y avait pas d'autre objectif possible que de la neutralité carbone à horizon 2050. Alors quand j'ai dit ça à l'ONU l'année dernière, je suis revenu chez Saint-Gobain, à la fois tout le monde était extrêmement enthousiaste, et c'est un acte de foi quand même, aujourd'hui. Hein, parce que je ne vais pas vous dire que je sais faire. Je ne vais pas vous dire que je sais faire. Mais c'est extrêmement important parce que quand on est un industriel, on fait des choses... Et j'ai eu des discussions très intéressantes avec les chercheurs. Parce que les chercheurs m'ont dit, quand j'avais même mis un prix du carbone en 2015, j'en avais mis un pour la recherche à 100 €. Et honnêtement, j'étais un peu déçu. Ils n'ont pas travaillé autant que j'aurais voulu. Et là, quand je suis revenu de New York l'année dernière, ils m'ont dit, écoutez... les usines qu'on va faire, qui seront en place en 2050, on va les faire en 2030. Hein, même un four verrier, ça dure en général entre 15 et 20 ans aujourd'hui, presque 20 ans, avant qu'on le refasse une deuxième fois. Et donc, ça veut dire qu'il faut que les usines les usines que Saint-Gobain va démarrer ou les fours qu'on va refaire en 2030, ils seront là en 2050 quand vous voulez qu'on soit neutre en carbone. Et donc, en fait, il faut se dépêcher. Voilà. Et donc, on est en train de travailler sur beaucoup de process industriels, avec en gros plusieurs pistes, mais soit d'abord il faut qu'on soit de plus en plus efficient, et puis il faut qu'on réfléchisse éventuellement à changer nos procédés. Ça ne va pas être facile, hein, et je pense qu'on n'est pas capable d'y arriver tout seul. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi cet horizon 2050, c'est dans le cadre des engagements et de ce que vont faire les États. On ne peut pas le faire tout seul. On a besoin, c'est pour ça que tous les industriels demandent un prix du carbone. Alors on l'a fait en interne, mais on ne peut pas le faire en interne s'il est tellement différent. Et donc en Europe, je pense que compte tenu des engagements qui sont pris par les Européens, on y arrivera relativement, on devrait y arriver, mais il faudra que le prix du carbone il monte pas mal. Et ailleurs, c'est plus compliqué. Mais je pense que vous voyez, ça relève à la fois d'un acte de foi et d'une aspiration, et à la fois, comme je voulais vous le dire, c'est des décisions concrètes qu'on prend maintenant de retravailler sur l'ensemble de nos procédés industriels, et c'est pour ça que je pense qu'il fallait le faire maintenant. Bravo, merci beaucoup. On va revenir sur les difficultés et d'autres enjeux. Nicolas Dufour, alors la neutralité carbone pour BPI France. Alors on s'est posé à peu près la même question, c'est-à-dire est-ce qu'on fait les bons élèves en se disant que... comme certaines entreprises d'ailleurs, au capital desquelles nous sommes, on va être neutre carbone en 2030 ou pas. Et en réalité, j'ai pris une décision qui est non. Non, le Parlement a voté 2050 et nous avons une mission d'intérêt général et on est pratiquement les seuls à pouvoir l'exercer avec un certain nombre de partenaires publics, comme l'ADEME, que je salue. Et notre mission, c'est d'accompagner les fragiles. C'est d'aller chercher les PME, les TPE, de manière à ce qu'elles soient neutres en carbone en 2050. Évidemment, si on se donnait comme objectif d'être neutre carbone en 2030, ça serait très simple. On arrêterait de financer les entreprises qui sont pas à l'objectif. J'aime pas tellement l'expression marron, à dire vrai. Mais elles sont extrêmement nombreuses. Quand on regarde l'empreinte carbone de BPI France aujourd'hui, finalement, c'est pas tellement notre portefeuille coté qui pose problème, c'est notre portefeuille PME. On a aujourd'hui des participations directes et indirectes dans un peu plus de 4000 entreprises françaises. Alors il y a évidemment pas mal de start-up là-dedans, il y en a on va dire 1000, mais il y a 3000 PME. 3000 PME. Et l'empreinte carbone de BPI France, vous pouvez retenir ça, c'est les 3000 PME. C'est pas tellement le fait que nous soyons actionnaires de PSA, de ST Microelectronics ou de Telsat. Voilà. Donc première philosophie qui est une philosophie d'intérêt général, on va être en accompagnement de l'ensemble de la société française, de manière à ce qu'on soit au rendez-vous de 2050. Bon, c'est la première chose que je souhaitais dire. La deuxième, c'est que on annonce après-demain un plan climat très ambitieux. Alors, très ambitieux financièrement, bien entendu, puisqu'on va doubler nos financements annuels. On va passer de 2,7 milliards d'euros de financement à la transition énergétique à un peu plus de 6 milliards par an. Et on va le faire en 2 ans. Et donc ça va monter très vite. Et au total, dans les 4 ans qui viennent, on se prépare à déployer 22 milliards d'euros. Donc c'est des sommes tout à fait considérables. La Caisse des dépôts, de son côté, avec sa filiale Banque des Territoires, va déployer 18 milliards d'euros. La somme des deux fait le plan de 40 milliards que Éric Lombard a annoncé aujourd'hui et que nous allons détailler après-demain.
Ce qui est très important dans notre démarche, c'est que on est depuis de nombreuses années maintenant, en fait, depuis 2015, dans l'idée que déployer du capital financier sans mettre du capital humain, c'est diviser par 2 l'efficacité de notre intervention. Donc il y a une grosse dimension d'accompagnement. Grosse dimension d'accompagnement qui prend la forme de diagnostic avec des consultants, bien entendu, d'outils digitaux. Il y en a un qui s'appelle le climatomètre, qui permet à la PME de s'auto-évaluer sur cette dimension-là, mais également des écoles. Nous avons créé des écoles pour entrepreneurs qu'on appelle les accélérateurs. Donc vous avez aujourd'hui une école pour entrepreneurs de la transition, vous avez une école pour les entrepreneurs de la filière eau, vous avez une école pour les entrepreneurs de la filière déchets, et on va ouvrir une école pour les entreprises PME de tout secteur qui s'engagent réellement dans un programme de décarbonation. Autour de ça, on pense toujours indispensable de créer des effets de communauté qui permettent de créer de la contamination positive, des effets de pollinisation et d'encouragement, de pair à pair entre patrons et patronnes de PME. Et cette communauté, c'est la communauté du coq vert que j'ai mis aujourd'hui. Voilà. Donc il y avait le coq rouge que vous connaissez, qui est le coq de la French Tech. Il y a le coq bleu, qui est le coq de l'industrie française, et puis l'industrie qui se décarbone, elle devient verte. Donc c'est le coq vert que nous avons lancé avec Elisabeth Borne. C'était à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. Nos outils d'intervention seront de plus en plus conditionnels ou conditionnés à des programmes actifs et déclarés des entreprises dans la direction de la transition énergétique. Par exemple, le prêt vert, qui est un prêt du plan de relance, qui a été annoncé la semaine dernière et qu'on détaillera à nouveau après-demain, c'est une enveloppe d'1,5 milliard d'euros. C'est des prêts qui sont à 10 ans, 3 ans de différé de remboursement, 0 garantie, on ne prend aucune garantie. Et des taux qui sont des taux relativement faibles, puisqu'on parle de 2,5%. Et simplement, ces prêts ne sont accordés que si l'entreprise a un réel programme de décarbonation qu'on va pouvoir ensuite suivre dans la durée, non pas de manière intrusive et surplombante, bien entendu pas, mais partenariale. Vous allez financer des investissements de remplacement de chaudières à fioul ou gaz ou des investissements aussi industriels. Absolument. Donc là, ça ne s'adresse qu'aux entreprises essentiellement industrielles qui se lancent dans un programme de décarbonation. Et les programmes de décarbonation, il y a beaucoup d'informatique, en fait, il y a beaucoup de digital. Et le digital, alors d'abord, il consomme, mais surtout, d'un point de vue strictement bancaire, si je reviens à notre métier de base, vous ne pouvez pas le présenter en collatéral. Ce n'est pas une machine. Et donc vous ne pouvez pas le présenter comme une hypothèque. Et donc, vous ne pouvez financer le digital qu'avec des prêts où on ne vous demande rien. C'est-à-dire des prêts sans garantie. Voilà. Et ça s'appelle le prêt vert. 1,5 milliard sur les 3 années qui viennent, 500 millions par an. Donc ça, c'est un moment important pour nous, parce que, évidemment, comme il n'y a pas de garantie, il faut bien que quelqu'un couvre le risque. Parce que le risque existe toujours. Et ce quelqu'un, c'est vous, c'est les contribuables, c'est l'État, avec une dotation qui nous est faite et qui va nous permettre de couvrir ce risque. Voilà. On a également lancé, dans le plan de relance, un prêt qui s'appelle le prêt French Fab. Et il va y avoir une enveloppe de 500 millions d'euros pour aider les entreprises à se digitaliser. Mais se digitalisant, en réalité, elles vont également remplir un certain nombre d'objectifs qui sont les objectifs de la transition énergétique. Donc vous voyez que nos moyens sont très larges maintenant. Alors je pourrais vous parler également de ce qu'on veut faire dans l'export. Et puis je dois également vous dire que on a une démarche de mesure de notre empreinte carbone qui est très nette. Et on a maintenant un projet managérial qui a d'ailleurs honnêtement pas besoin d'être poussé verticalement, parce que c'est tellement évident pour tout le monde. On a beaucoup de jeunes chez BPI France. Sur les 3000 salariés qu'on a aujourd'hui, il y en a, j'ai envie de vous dire, pratiquement 2000 qui n'étaient pas là quand on a créé la banque. Et donc ces jeunes, pour eux, c'est natif. Oui et non, c'est un peu la question que je voulais vous poser. Oui, il y a une aspiration des jeunes. Est-ce qu'ensuite ça se concrétise dans la façon dont ils exercent leurs différents métiers ? Et à part ça, quelles difficultés rencontrez-vous ? Parce que vos entreprises, peut-être à BPI France, c'est beaucoup de jeunes, mais dans l'industrie, il y a une pyramide des âges qui n'est pas une pyramide extrêmement jeune. Donc, est-ce que vous arrivez est-ce que vous rencontrez une difficulté dans le fait de faire partager cette ambition de neutralité carbone à l'ensemble des équipes et comment vous la résolvez ? Moi, mon sujet, j'en termine rapidement, mon sujet, c'est plutôt l'impatience des jeunes. Bien. Chez BPI France. C'est-à-dire que je suis obligé de leur dire ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire une PME, c'est quand même un entrepreneur solitaire avec peu de moyens, pas de fonction support, des fonds propres comme ci, comme ça, un environnement de marché avec le Covid. On ne peut pas tout lui demander tout de suite. Donc, voilà.
On ne peut pas demander à une PME d'investir, remplacer votre chaudière au fioul par autre chose. Je veux dire, c'est quand même aussi il y a des inerties, c'est compliqué, ça leur coûte quand même quelque chose. Donc, dans l'industrie, on sent qu'il y a plus d'inertie, sans doute. Oui, mais alors là, les esprits ont beaucoup évolué par rapport à il y a 5 ans. Et on a encore eu une vague de changements. Il y a déjà 6 mois, 1 an, je disais, je ne vais plus dans une réunion de cadre de Saint-Gobain où les gens me disent, de toute façon, pour reprendre l'exemple des jeunes, vous savez, Monsieur le Président, il faut que vous sachiez que quand on rentre chez nous le soir, il y en a pas un qui me disait, mais papa, maman, qu'est-ce que ta boîte fait pour la planète? Donc c'est pas seulement les jeunes, c'est les pères des jeunes maintenant, c'est les mères des jeunes qui donc du coup s'intéressent à ça. Ça a changé de façon très importante et le Covid a redonné un coup de boost, j'allais dire. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui s'est fait dans l'opinion publique entre la santé, l'environnement et la protection de la planète. C'est pour ça que l'opinion publique a basculé très fortement. On l'a vu aux élections municipales. Et si les plans de relance au niveau européen, au niveau français, ils sont verts, c'est parce que de toute façon, les politiques n'ont pas le choix aujourd'hui, en plus. Moi, j'ai vu des conversions de politiques importantes depuis 6 mois. Donc, je vous dis, il y a une dynamique qui est très positive. Donc, les résistances, il y en a. Il y a une résistance économique. Mais, si vous voulez, on nous demande, et là, j'ai parlé de 2050, mais je ne vais pas m'en tirer avec 2025 et 2050. Donc on est en train de faire une feuille de route précise avec des objectifs intermédiaires. Et j'ai une demande très forte, et je pense de tous les cadres de Saint-Gobain aujourd'hui, pas seulement pour travailler sur nos process, qui est ce qui va faire les grands chiffres, mais aussi pour travailler sur ce qu'on appelle les petits gestes, les voyages, l'empreinte carbone individuelle. On va créer d'ailleurs probablement un fonds carbone. Et donc voilà. Et donc parce que tout le monde veut participer. Donc moi, alors il faut enlever des blocages. Il faut d'abord, et ça passait par un signal d'en haut. Il y a d'abord le patron, il y a les jeunes, et puis il faut que ceux qui sont... En fait, le blocage, il a été pendant quelques années, et je les comprends, qui étaient responsables des comptes d'exploitation. Et donc ceux-là, il faut progressivement trouver c'est pour ça qu'on a mis un prix du carbone en interne. C'est pour ça que tous les incentives de long terme des cadres comprennent des éléments liés à ces sujets-là. Donc il faut aligner les motivations, non pas uniquement les motivations subjectives, mais les manières dont les gens sont jugés par rapport à nos objectifs. Il y a un exercice d'alignement. Alors c'est peut-être au départ un petit peu plus facile à faire dans un grand groupe, mais ça va devenir le cas partout. Et c'est ce que dit Nicolas. Je pense que les PME, elles vont y aller de la même manière. Parce que c'est un élément d'attractivité aussi, si on veut recruter. On a fait une étude qui est publique, que vous trouverez en ligne sur nos sites, qui est une étude sur l'attitude des patrons de PME par rapport à la question que vous posez. Et donc l'étude est très intéressante parce qu'on voit exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que une immense majorité des patrons de PME sont conscientisés. Ils ont compris. Non seulement ils ont compris, mais en plus ils véhiculent complètement le discours. Enfin bref, le pH de l'aquarium a changé et on est tous en train de nager dans cet aquarium-là. Et donc, il n'est pas non plus surprenant que l'entrepreneur ait changé. Donc, il a changé. Chapitre 1. Chapitre 2, il ne sait pas du tout comment faire. Il est complètement paumé sur comment je dois faire. Voilà. Donc, le sujet du porte-à-porte de masse, pour aller les voir tous dans leur cuisine et construire avec eux des plans de décarbonation, est un sujet absolument majeur. Voilà. Et c'est là où BPI France est un outil splendide, parce que nous avons cette capacité de projection-là. On est vraiment... Notre métier, en fait, c'est le porte-à-porte de masse, littéralement. Vous avez formé vos équipes à parler de ça quand ils voient des... C'est plus que ça, c'est que c'était une banque et c'est devenu autre chose. Oui. Maintenant, on a dans les métiers centraux du groupe, il y en a 2 qui sont normalement, on va dire, non bancaires. Il y en a un qui est le conseil. Donc on a une très grosse division conseil avec à peu près 500 consultants. Et des écoles. On a créé 55 écoles quand même. Donc on a créé le plus gros réseau européen de ce qu'on appelle l'executive education pour chefs d'entreprise. Il y avait ça pour les 4 dirigeants de boîte, mais il n'y avait pas ça pour les patrons de PME ou patronnes. Donc on l'a fait, 55 écoles. Donc ça, c'est un métier très important qui va continuer de se développer très largement. Et puis un autre métier, je suis obligé de le dire, c'est la communication. Parler aux gens. Comment est-ce qu'on parle aux Français ? Normalement, une banque, ça ne parle pas beaucoup. Ou alors, ça fait des campagnes, mais enfin, vous en apercevez même pas. Donc, le sujet, c'est comment on touche les cœurs et qu'on déclenche la volonté de changer. Donc, l'art de parler aux Français,
un métier central de BPI France. C'est pour ça qu'on fait le BIG, ce grand événement où vous êtes tous invités le 1er octobre à l'Accor Arena. C'est la 5e fois. On est en plein Covid. On a déjà 30 000 inscrits. Il y a une immense demande de compréhension. Et c'est pour ça que cet été, on a fait un Big Tour. C'était la seule tournée européenne. Vous allez parler de neutralité carbone. Et on parle à chaque fois, dans le Big Tour, donc vous aviez 25 étapes sur les côtes de France. On a touché avec le digital 15 millions de Français, incroyable. Et il y avait une dimension verte très importante, très très importante. Merci. Alors, j'ai un petit message pour l'assistance. C'est que vous avez si vous allez dans le programme, vous allez avoir un lien pour poser des questions. Et après, je les aurai sur mon téléphone. Donc, ça me permettra d'enlever les mauvaises questions, si des fois il y en avait. Mais on verra si on reste... donc ça, c'est pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les poser. Mais moi, j'en ai encore une, il y a un grand sujet dont on parle, qui est massif, parce que pour le moment, on ne voit pas cette... On sent l'appétit qui monte, mais on ne le voit pas encore dans les chiffres. La France ne se décarbone pas à ce qu'il faudrait, au moins 4,5% qu'il faudrait pour être sur la trajectoire de neutralité carbone à 2050. Et on voit l'industrie y arrive pas mal. Elle est à peu près sur ces trajectoires. Le bâtiment n'y est pas. Et donc, il y a un sujet qui est à l'ordre du jour, qui est cet énorme chantier de rénovation des bâtiments thermiques, énergétiques, sur lequel je vais commencer, Pierre-André, par vous poser la question. Vous y travaillez assidûment. Oui, je suis très content que le gouvernement en ait fait un des éléments importants à la suite des annonces du président de la République, puisqu'il y a 7 milliards sur les 100 qui sont directement sur ce sujet de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, avec une partie très importante, et ça, c'est longtemps que je le demandais, sur les bâtiments publics, parce qu'on avait un petit peu, c'était, vous savez, le chaussier, le cordonnier le plus mal chaussé, et donc l'État, les écoles, les hôpitaux, je pense que c'est très important de travailler là, parce que en plus, quand on va rénover des écoles, on va pas seulement travailler sur la thermique, on va aussi travailler sur l'acoustique, et donc on va améliorer. Il y a un lien très très clair entre l'assiduité, l'écoute et les conditions. Donc on va faire dans les hôpitaux, quand on va rénover les hôpitaux, on va en faire avoir des murs qui seront plus faciles à laver. Cette rénovation, elle améliore beaucoup. Donc je pense que mettre l'accent sur les bâtiments publics en les choisissant bien, et le groupe de la Caisse des dépôts, c'est surtout ta petite sœur, mais la Banque des territoires va jouer un rôle très important là-dessus. Moi j'ai beaucoup travaillé avec eux cet été, et je pense que les bâtiments publics c'est un vrai sujet. Le gouvernement a raison de mettre l'enjeu là-dessus. Après il y a tous les bâtiments, le résidentiel, sur lequel ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut le faire quand on veut, c'est que le secteur le plus en avance, en fait, ou le moins en retard, c'est le logement social. Et donc, par contre, le logement individuel et les copropriétés, on a quand même encore beaucoup de passoires. Et donc, le gouvernement veut s'y attaquer. Il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites là-dedans, l'argent qui est mis sur ce sujet. Moi, j'ai milité pour qu'il y ait plus des aides à la rénovation globale. Donc je pense que ce que fait le gouvernement va bien, ce que fait l'Europe va bien et va dans la bonne direction. C'est un secteur, si vous voulez, en plus la rénovation énergétique, qui coche toutes les cases. Et on peut le faire en Europe, même si on ne le fait pas ailleurs. Alors que quand on est dans l'industrie, c'est un des sujets de la neutralité carbone, quand on est dans l'industrie, si l'Europe avance et que les autres régressent, ça va pas marcher, et d'où le sujet des fuites de carbone, qui est un sujet très important. L'Europe peut avancer plus vite, mais à condition qu'on ne se tire pas dans le pied, parce que là on n'aura rien réglé. Et pour l'industrie c'est important, sachant que l'industrie progresse. Moi vous dites la rénovation, les bâtiments, les transports, c'est là où il faut faire aujourd'hui des progrès. Je pense que le gouvernement l'a bien compris. Mais c'est important que l'industrie continue à progresser et qu'en même temps, on garde notre industrie. Donc il y a un enjeu là aussi. Il y a effectivement un enjeu de transformation de la profession pour faire cette rénovation globale. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que BPI France a par exemple commencé à endosser dans ses relations avec ce monde du BTP, qui a vous avez sans doute un bon paquet de clients dans ce monde, sur cette structuration de la profession pour répondre aux objectifs de rénovation globale, etc. Non, structuration de la profession, honnêtement, ça n'est
pas le cas. C'est une profession qui est incroyablement tentaculaire et difficile à appréhender en réalité. Hein. Et c'est pas une profession dont la filière est organisée comme le GIFAS de l'aéronautique, pas du tout. Donc c'est plus difficile à faire. En revanche, encore une fois, dans ce que j'appelais le porte-à-porte, dans le tête-à-tête, oui, ça bien sûr. Hein, parce que ça traverse absolument toute la gouvernance de BPI France, depuis le conseil d'administration jusqu'au chargé de clientèle. Au conseil d'administration, on a créé un comité climat, par exemple. Hein. Donc il y a le comité des risques, il y a le comité, comme toujours dans une banque, il y a le comité des comptes, et puis il y a un comité climat maintenant. Bon. Et ben au fond, c'est la même chose tout en bas. La bonne nouvelle, c'est que, si je raisonne encore une fois pour ce qui est notre vie quotidienne, c'est-à-dire le monde de la PME, c'est un monde où l'entrepreneur n'écoute qu'un entrepreneur. Hein, ou un quasi-entrepreneur, c'est-à-dire un banquier d'entrepreneurs, et encore. Mais il écoute d'abord un entrepreneur. Donc les sujets de contamination sont fondamentaux. Donc c'est pour ça qu'on crée cette communauté. Et ça, je peux vous dire que c'est incroyable à quel point ça marche, quoi, hein. Et on a des entrepreneurs qui sont devenus vraiment des missionnaires de la cause. Et ceux-là, on les envoie partout en France, on leur donne des moyens, et notamment dans le bâtiment. Mais effectivement, les citoyens de la Convention citoyenne ont particulièrement mis l'accent sur le fait que c'est compliqué de rénover chez soi quand il faut appeler 3 professionnels. Donc on veut de la rénovation globale et on veut avoir une entreprise. Et clairement, la profession n'est pas prête à ça. Et donc il y a là, il me semble, une mission pour vous deux dans votre influence sur cette profession. Oui, mais il faut pas se raconter d'histoire, si vous voulez. La rénovation de masse, c'est important, mais regardez, les bâtiments, ils sont tous différents. Donc, on ne va pas pouvoir... il y a des choses qui vont aider. Moi, je crois beaucoup au digital. C'est un thème sur lequel Nicolas est encore beaucoup plus prolixe que moi. Je crois, ce qu'on appelle la maquette numérique va changer les relations entre les acteurs. Mais je pense aussi qu'il y a besoin d'un tiers, ce qu'on appelle un tiers de confiance. Tu dis les entrepreneurs, ils écoutent les entrepreneurs. Le particulier qui veut rénover, il aura plus tendance à écouter. Il n'aura pas tendance à écouter les professionnels tellement. Il aura tendance à écouter des gens qui ont fait que ça a bien marché. Les maires, hein, donc on a des expériences en cours. Donc c'est pas une structuration de la profession, mais c'est une structuration du conseil aux gens qui veulent faire des travaux. C'est plutôt ça qui est aujourd'hui, se repérer dans le maquis des aides, qui est quand même compliqué. Hein. Bon, après, les entreprises, c'est pas que se structurent, c'est qu'elles se forment, qu'elles apprennent à en parler. Hein. La formation RGE, c'est quelque chose de très important. Il faut continuer dans cette direction. Nous, on pousse beaucoup à former. Mais là où je suis assez optimiste, c'est que je pense que les entrepreneurs qui sont nos clients et que tu aides dans le secteur du bâtiment, ils ont compris maintenant que là, il y avait une formidable opportunité. Et donc, ils vont chacun... Donc, une structuration, c'est que chacun va s'organiser pour s'améliorer dans cette direction. Donc, je pense que ça va... Mais on ne va pas non plus changer la manière dont la profession est organisée. Tu as dit un point qui est absolument fondamental. Le bâtiment, par rapport à d'autres industries, du point de vue du digital... est médiéval, honnêtement. Hein, c'est terrible. Et donc là, il faut vraiment donner un coup d'accélération monstrueux, qui, encore une fois, passera par du porte-à-porte, peut-être avec des outils d'incitation, hein, mais il faut qu'on rattrape ce retard-là. C'est pas possible de continuer. Alors, évidemment, toutes les technos sont disponibles maintenant avec le BIM, mais quand on voit la difficulté que nos startups du BIM, qu'elles soient d'ailleurs françaises, allemandes ou américaines, ont à vendre leurs produits aux entreprises du bâtiment, c'est quand même un peu inquiétant. Donc je pense qu'il y a un programme en soi à monter de digitalisation. Alors, merci beaucoup. Je vais passer aux questions de la salle. Alors, il y en a beaucoup, donc je ne pourrai pas toutes les traiter. Il y en a une première qui concerne la désindustrialisation de la France. Enfin, il y en a d'ailleurs plusieurs, c'est pour ça que je la pose. L'empreinte carbone de la France ne baisse pas, même si les émissions françaises baissent un peu. Alors, Pierre-André, vous avez un petit peu parlé de ces problèmes de mécanismes aux frontières, mais comment on fait pour faire baisser l'empreinte carbone de la France, y compris avec les produits importés ? C'est sûr que si vous voulez, quand on n'a pas à transporter, nous, alors moi je suis moins concerné que d'autres parce qu'il se trouve que les produits de Saint-Gobain, ils sont en général vendus près de là où ils sont fabriqués parce qu'ils sont lourds et pas chers au kilo, je dirais pas. Hein, donc c'est pas donc nous, mais nos coûts de transport sont quand même très élevés. Donc plus on peut être local, et mieux c'est encore. Hein, mais je pense que le fait d'avoir, on n'a pas raisonné historiquement avec
le coût du carbone importé, exporté. Donc, si on veut réindustrialiser, il faut aussi travailler sur aider pas pour Saint-Gobain, mais pour les produits qui voyagent loin. Il faut travailler sur la compétitivité. C'est pour ça que le fait qu'il y ait dans le plan de relance du gouvernement un paquet significatif sur les impôts de production, c'est un élément très important qui va dans la bonne direction. Donc, si on veut qu'on fabrique plus en France, il faut d'abord sensibiliser sur cette empreinte carbone. Ça va déjà introduire d'autres manières de raisonner. Et puis, il faut travailler quand même sur la compétitivité du site France, sur lesquels on a travaillé, mais il y a encore beaucoup à faire. Là, vous voyez. Moi, je pense qu'on progresse quand même pas mal sur cette question. Je n'endosse plus, moi, le mot de désindustrialisation. Je pense que c'est stoppé. Et je pense que ça remonte maintenant. Ça remontait avant le Covid, on ouvrait plus d'usines qu'on en fermait. Et je pense que ça va continuer. En fait, on a tous les atouts pour le faire. On a la tech quand même. On a une quantité de technologie qu'on peut ensuite injecter dans l'industrie française qui est tout à fait exceptionnelle. On a les ingénieurs, on a les apprentis, on a la logistique. Bon, le sujet c'est la compétitivité. Et par conséquent, le plan de relance qui a en lui-même un gros grumeau climat à 40 milliards et ça c'est moins vu, encore que ça fasse la couverture des Échos aujourd'hui, mais un énorme grumeau industrie. Il y a un plan de 35 milliards d'euros pour l'industrie française quand même. En fait, on n'a jamais vu ça depuis 25-30 ans. C'est le plus gros plan ever pour l'industrie française, donc c'est super. Et je pense que si on est constant dans la durée, là, dans les 10 ans qui viennent, on peut regagner des points de PIB en part de l'industrie dans le PIB français. On a tout ce qu'il faut. Il faut juste être constant. Il ne faut pas qu'il y ait de hiccup, il ne faut pas qu'il y ait des retours en arrière, etc., etc. Il faut vraiment constamment, tous les ans, continuer sur cette priorité, qui est une priorité majeure de BPI France, évidemment. Il y a une question très très concrète, c'est comment, en pratique, vous allez faire la neutralité carbone des usines, où il faut quand même toujours chauffer à 1500 degrés. Vous allez changer les combustibles. Vous allez comment vous allez chauffer? Il y a plusieurs. Le premier point, c'est évidemment d'avoir moins d'énergie. On progresse tous les ans. Oui. Et après, c'est d'avoir une énergie décarbonée. Oui. Donc, si je suis en France aujourd'hui, j'ai pratiquement une énergie décarbonée. Puisque la France, les verreries, quoi. Voilà. Le problème, c'est de savoir si on peut électrifier. Oui. Bon. Donc il y a un certain nombre de procédés qu'on va électrifier. Aujourd'hui, je ne sais pas faire un flotte électrique parce que ça coûte beaucoup plus cher. Alors il y a l'hydrogène qui pourra être une solution. On travaille, mais c'est tout ce qu'on travaille en ce moment, c'est à différents moyens de décarboner l'énergie qu'on sera obligé d'utiliser. Mais pour vous donner une idée, l'électricité n'est pas que la bonne solution parce que aujourd'hui, on fait par exemple la laine de verre à l'électricité en France. Et là, on n'émet pratiquement pas de CO2. L'électricité en France, elle est très verte. En Allemagne, je suis au gaz. Si je passais au gaz demain, du gaz à l'électricité, pour la laine de verre, je sais le faire avec l'électricité déjà aujourd'hui. Si je passais en Allemagne à l'électricité, j'augmenterais mon empreinte avec le scope 2, puisque l'électricité allemande, elle marche beaucoup au charbon aujourd'hui, au lignite. Donc en fait, je suis mieux au gaz. Donc l'idée, c'est partout où on pourra d'électrifier, quand on ne peut pas réduire la consommation d'énergie, c'est de passer à l'électricité, mais il faut une électricité décarbonée. Voilà. Puis après, il y a des alternatives. On va faire un peu de biomasse. Enfin, mais il y a beaucoup de choses. Mais c'est ça, quand je vous parlais de la R&D qu'on fait aujourd'hui, c'est sur ces sujets-là. Oui, parce que votre engagement, il concerne aussi vos usines dans l'ensemble du monde où l'électricité n'est et pas là, il y a des pays où ça va être plus difficile. Voilà. Donc je suis très confiant qu'on sera à la neutralité carbone. Je suis très confiant sur l'Europe. Là où je dis que pour l'instant, c'est un peu un acte de foi, c'est que être neutre en carbone en Chine ou en Inde, enfin 2050, c'est loin. Vous allez me dire, quand je vois les progrès qu'a fait le monde entre 2000, parce que moi il faut être positif, entre 2015 et 2020, je me dis que voilà, on va trouver des solutions dans le monde entier dans les années qui viennent. Alors il y a deux questions qui se ressemblent un petit peu. C'est comment vous conciliez croissance et neutralité carbone, c'est-à-dire qu'il y a effectivement l'efficacité s'accroît. Mais il y a des effets rebonds. Donc, en même temps, ça rejoint une question qui consiste à dire, vous avez dit 2050 parce qu'il y a les PME, mais il y a toujours aussi des nouvelles PME, etc. Donc, comment vous assumez le fait que la croissance est décarbonée, effectivement? La crise du confinement mondial, elle a ceci d'extraordinaire que je pense qu'elle a définitivement coupé le cou de ce canard. C'est-à-dire qu'il est maintenant établi que
pour faire la neutralité carbone par des moyens de décroissance à 2050, il faudrait un confinement tous les 3 ans, mondial. Donc ça, c'est la mort, et encore, c'est la mort de la planète, c'est des inégalités terribles, c'est des problèmes politiques insurmontables, etc. Donc nous, chez BPI France, on est complètement positivistes et scientistes. C'est-à-dire qu'on considère que c'est la science qui va nous sauver. Et elle a déjà commencé, comme vient de le dire Pierre-André. C'est-à-dire que la quantité de nouveaux brevets et d'inventions qui nous permet d'obtenir des rendements qui étaient inimaginables il y a 15 ans. Personne n'aurait jamais imaginé que le prix du photovoltaïque serait divisé par 15 aussi vite. Bon, et ça va continuer de se produire et de se multiplier, raison pour laquelle d'ailleurs nous avons un très gros plan qu'on appelle le plan Green Tech, qui consiste à injecter, tenez-vous bien, 700 millions d'euros dans les startups de la Green Tech française issues des laboratoires. Et on est dans tous les laboratoires de France, dans toutes les universités, pour inciter les chercheurs à créer des start-up qui vont industrialiser et produire en réalité des solutions qui sont précisément celles dont nous avons besoin. Et alors, je suis tout à fait sur le même mental que Pierre-André. Je suis sûr que ça va se faire. Je suis convaincu que nos chercheurs, et en plus, sachez qu'ils sont animés de cette volonté-là. C'est-à-dire que le feu sacré qui anime nos chercheurs aujourd'hui, le chercheur, c'est celui quand même au bord de l'inconnu en permanence, c'est de trouver des solutions pour le monde. Il est hyper green dans sa tête, le chercheur français, en tout cas d'aujourd'hui, mais je pense que c'est le cas pour le chercheur européen. Donc c'est la science. Et cette science, il faut quand même la financer, donc c'est la croissance. Oui, ça c'est incontestable. Voilà. Moi, c'était le sous-titre de mon livre en 2015. Vous vous souvenez de notre combat pour le climat, et j'avais dit un monde décarboné et en croissance, c'est possible. Voilà, donc c'est encore plus possible aujourd'hui. Alors, il y a une question sur les green tech qui sont un sujet un petit peu de controverse, c'est-à-dire que les green tech, en quoi est-ce que les green tech vont aider la décarbonation, au sens où certes ça aide à faire de l'efficacité, mais ça consomme de l'énergie, ça augmente l'énergie consommée, ça remplace parfois des gens par de l'énergie ou de l'information, et des ressources pour les équipements dont on sait qu'ils sont renouvelés régulièrement, sinon fréquemment. Donc est-ce que globalement vous avez des éléments qui montrent qu'en effet c'est bon pour la réduction des émissions? Le champ des green tech, il est infini. Il n'y a pas que du pur digital. Il y a simplement énormément de brevets qui sont des brevets du monde de la physique, qui sont du monde non pas de Zuckerberg, mais du monde de Elon Musk. Et ces solutions-là sont des solutions qui sont intrinsèquement beaucoup plus pures que celles que nous avions jusqu'ici. Je prends un exemple. On a investi l'autre jour dans une boîte qui s'appelle Lactips. Lactips, ça fait des sacs qui ressemble à du plastique, mais sauf que c'est pas du plastique. C'est fait avec des ferments lactiques. Voilà. Donc ça, du jour au lendemain, on a une usine qui est en train de se construire à Saint-Étienne et qui va fabriquer des sacs avec d'ailleurs une assez faible dépense d'énergie. De toute façon, on est en France, donc c'est du nucléaire. Et c'est des sacs qui sont absolument dépollués. Bon, ça c'est une techno. Je mets ça dans les green tech, évidemment. Tout ce qui est digital, en fait, ça va consommer beaucoup d'électricité de toute l'industrie informatique aujourd'hui. C'est une industrie qui est en train de devenir le plus gros émetteur, parce que c'est l'électricité. Mais la bonne nouvelle par rapport à mon problème qui est plus compliqué, c'est que c'est de l'électricité. Donc le sujet, c'est juste de décarboner l'électricité, sur lequel je suis très confiant à terme. Oui, et la France, de ce point de vue-là, comme tu le dis, a l'avantage d'avoir du nucléaire. On ne le redira jamais assez. On émet quand même moins de 2 fois moins que l'Allemagne. Oui, absolument. Enfin, sur le territoire, oui. En empreinte, à peu près pareil, en fait. Mais en empreinte carbone des Français, par personne. On est à peu près au même niveau que l'Allemagne. On importe plus. 11-12 tonnes, on produit moins sur le territoire. Oui, donc c'est ça, il faudrait profiter du fait qu'on a une électricité décarbonée pour produire plus en France. Voilà. Nous militons tous les deux dans cette direction. Tu as plus d'armes que moi, mais on milite tous les deux. Peut-être une dernière question sur vos mécanismes internes. Comment est-ce que vous ancrez ces questions de carbone dans les objectifs, voire les rémunérations de vos dirigeants, cadres, objectifs collectifs ou individuels? Alors moi, comme je l'ai dit, c'est dans tous les systèmes de bonus annuels, et c'est aussi dans tous les systèmes de rémunération différée de long terme. Donc, et ça représente une part croissante, sachant qu'on a aussi, comme le disait Nicolas, chez nous, on a un comité
sur ces sujets de responsabilité d'entreprise, un comité du conseil, donc c'est le conseil qui suit ça. Hein, la politique climat du groupe, elle est très suivie par ça. Donc on a mis en place des prix internes du carbone, hein, ce qui fait un taux d'actualisation supplémentaire pour les investissements. On a déjà fait des investissements depuis quelques années, oui. Il y a plusieurs usines, notamment en Inde. Hein. On ne les aurait pas fait pareil s'il n'y avait pas eu le prix du carbone. Donc ça a augmenté un peu nos dépenses d'investissement, mais parce qu'on considère qu'à terme, ce sera justifié puisqu'il y aura eu ce prix. Donc on a fait des investissements supplémentaires. Pour l'instant, il était à 30 € dans les usines. Ça n'a pas changé nos décisions sur l'Europe, mais ça a changé nos décisions sur l'Inde. Et on réfléchit à le monter progressivement. Donc ça, c'est un élément. Et puis on va mettre en place progressivement. Il y a différents outils pour encourager. Donc on réfléchit actuellement à des outils de type fonds carbone en interne. Enfin, on réfléchit. Ça, c'est pas encore décidé, mais on va mettre en place des méthodes pour pousser les gens à aller dans cette direction. Mais il y a une demande forte. Oui, vous avez aussi des concours internes d'idées, de démarches, enfin de réalisation. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de concurrence et d'envie de faire. Et avec les PME, vous arrivez à mettre on parle de conditionnalité, là, donc, qui a été un sujet de débat cet été. Avec les salariés de BPI France, c'est exactement la même chose. Oui. Hein, donc ils ont ça. Ils n'ont pas tous ça dans le bonus, pour être très franc. Hein, mais le top 150 a ça dans le bonus, effectivement. Pour partager avec vous la difficulté. Pas encore vos 500 consultants. Comment ? Pas encore vos 500 consultants. Non, mais les consultants, eux, ils sont nativement chargés de faire ça. Hein, non, c'est plutôt les managers, le top 150. Mais on a eu des débats sur quel était l'indicateur. Donc évidemment, comme on a fait ça il y a des années maintenant, ça fait 6 ans. Il y a 6 ans, on a improvisé, on a dit économie de papier, économie d'éclairage, économie de verre en plastique, etc., etc. Et puis ensuite, on a vu arriver toutes sortes de spécialistes nous expliquant qu'en fait, le papier, finalement, ça consomme moins de carbone que le stockage informatique. Ah zut, alors qu'est-ce qu'on fait ? Et puis alors d'autres sont venus nous dire, vous savez, le gobelet en plastique recyclé, ça consomme quand même nettement moins de carbone que le verre. Et donc, du coup, maintenant, c'est carton. Il y a des débats. Mais, donc, c'est très important ce que je dis, c'est que on ne sait pas très bien encore où est la vérité de la vérité de la vérité. Hein, il y a beaucoup de questions. C'est quand même... L'analyse de cycle de vie, il faut les refaire régulièrement d'ailleurs, parce que ça bouge. Hyper volatile. La chance qu'on a en France, c'est qu'au moins on a le nucléaire. Donc à la fin des fins, on tombe sur le mur du nucléaire. Ça, c'est décarboné, c'est propre. Mais dans les autres pays, honnêtement, je partage avec vous une incertitude. Je vois même pas comment ils peuvent faire. Alors les PME, quand on est au capital, on est au conseil, et donc on est très influent. Hein. Quand on fait simplement un crédit, disons qu'on en parle. On en parle, mais à part le prêt vert dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque c'est un prêt avec une mission d'intérêt général, quand on fait un crédit bail ou un crédit à long et moyen terme à 20 ans, on en parle. Mais on n'est pas encore à faire signer une charte aux clients. Aucune banque ne fait ça. Vous diffusez par exemple cet outil de gestion qui est le prix interne du carbone ou... On parle de tout ça. Hein. Tout ça est une langue nouvelle pour les patrons de PME. Hein. Donc Nous, on en parle à nos... ça fait partie des discussions avec tous nos fournisseurs. Oui, oui, nos fournisseurs, ils font partie ça fait partie des discussions avec nos fournisseurs. D'accord. Écoutez, j'hésite à dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question ? J'ai l'impression de les avoir à peu près toutes couvertes, mais est-ce qu'il y a une frustration dans la salle ? Parce que je crois qu'il faut qu'on est déjà un peu en retard. Donc, mais s'il y a une dernière question... je prendrai la première main levée que je verrai. Il y en a une. Donc il y a des preuves à faire, oui. Non, mais des apories comme celle-ci, il y en a énormément en fait. Hein. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du cube de la vérité. C'est-à-dire que c'est très difficile de se repérer dans ce que serait un sentier pur et parfait. C'est extrêmement difficile et ça change parce que la techno change aussi. Ça change à peu près tous les trimestres. Hein. On a à notre conseil d'administration un remarquable chercheur qui s'appelle Pierre Prieux qui a créé une société qui s'appelle Alsan, qui est elle-même une holding d'une 15aine de sociétés technologiques.
Bon, par ailleurs, on a les doigts dans la prise, on va dire. Hein. Mais on voit bien que tous les trimestres, le sujet change. C'est-à-dire que même sur les métaux, on peut imaginer que dans 9 mois, on ait trouvé une solution alternative à tel métaux rare. C'est parce que des chercheurs travaillent dessus. Hein, et ils vont finir par trouver. Et voilà. Donc c'est très, très, très compliqué de répondre à votre question parce que le sentier pur et parfait. Voilà. Enfin, tout est compliqué, mais si vous rénovez votre maison, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Voilà. Commençons par les gros objets. Merci beaucoup à tous les deux de vous être prêtés à cet échange. Merci. Et bonne chance pour ces montagnes que vous êtes en train de gravir.